Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Management Lean. Collection dirigée par Richard Kaminsky, Institut Lean France. On peut choisir de réussir, à condition de retrouver le chemin du développement. Tout le monde est friand de produits agréables, utiles et à des prix abordables. Comment focaliser les énergies et initiatives de tous pour créer des produits et services innovants? La promesse du management Lean est d'allier la satisfaction des clients, des employés et des partenaires à la croissance de l'entreprise et des personnes. Cette collection vise à relater des expériences de terrain et l'observation des dirigeants d'entreprises qui se sont engagés dans le véritable Lean. Dernière parution. Juan Antonio Tena et Amy Castro, la boulangerie Lean. Éliminez les gaspillages pour être plus proche de votre client, 2022. Cécile Roche, Lean et Leadership. Entretien avec des leaders Lean. De la start-up à la multinationale, des histoires de patrons et de Lean, 2021. Catherine Chabiron, Lean en France. Réussir autrement, l'entreprise au XXIe siècle, 2020. Cécile Dijoux, #Hyperlean en action. Management quotidien à l'ère du numérique, 2018. Cécile Roche et Luc Delamotte, Lean en ingénierie. Guide de voyage. Les meilleurs itinéraires pour développer vos nouveaux produits et satisfaire vos clients, 2018. Cécile Roche, le Lean en question, 2016. Cécile Roche, Little Lean Guide for the Use of Manager, 2015. Michael Ballet, le Goldmine, un récit Lean, 2014. Cécile Roche, Petit guide Lean à l'usage des managers, 2013. Les QR codes mis à disposition dans les chapitres consacrés à la journée de formation du 18 septembre vous permettent de visualiser sur votre smartphone le premier tour de chaque séquence de jeu. Dédicace. À Marie-Louise, 1934 à 2020. Préface. L'apprentissage d'une vie peut-elle tenir dans un jeu? Les jeux de société révèlent plus qu'on ne croit les idées fausses ou les stratégies gagnantes. Quand Jean-François m'a montré son livre, j'ai trouvé très original son idée de raconter progressivement une partie de flux tiré, tout en l'éclairant de son propre parcours d'apprentissage industriel. Un jeu donc, où comme Jean-François l'explique lui-même, vous découvrez une usine dont les choix de gestion peuvent entraîner l'absence de flexibilité, le manque de compétitivité. Un jeu dont tout le monde aimerait avoir la clé, pour pouvoir d'un coup de baguette magique, apprendre à naviguer à coup sûr sur nos océans d'incertitude. La mauvaise nouvelle est qu'il n'y a pas de truc magique, de martingale gagnante. La bonne nouvelle est qu'il y a quelques îlots de certitude, que Jean-François dévoile tout au long de son parcours initiatique. Et l'un d'entre eux est de créer, avec les flux tirés, des conditions de travail qui permettent de comprendre à tout moment où on en est. Les flux tirés sont un des éléments les moins bien compris, et donc les moins reproduits, du Toyota Production System. Une des idées fausses qu'on s'en fait par exemple, est de se dire que dès lors qu'on fabrique à la commande, on est en flux tiré par le client. Mais c'est occulter un dispositif indispensable, le lissage de l'effort dans le plan de production. La fabrication ne suit pas la variabilité des demandes clients, elle transmet au contraire, par le Kanban et tout au long de sa chaîne, un rythme lissé de fabrication et d'approvisionnement ajusté aux besoins du client. Cette idée géniale permet de mettre chacun en condition de se concentrer sur son métier, au lieu de jouer au pompier, et donc de commencer son apprentissage. Grâce au jeu de Jean-François, et à ses commentaires éclairés, vous allez donc apprendre à voir l'impact très concret des décisions prises au quotidien sur les flux d'informations, les tailles de l'eau. Jean-François a même réussi à simuler l'impact de ses décisions sur la trésorerie et le P&L de l'entreprise. L'autre avantage des flux tirés est qu'il rend les signaux d'anomalie très clairs. Un Kanban en retard est visible, l'excès de production aussi, l'état d'avancement sur la promesse faite au client est donc immédiatement disponible et permet de déclencher une action corrective pour ne pas mettre en péril le Kanban à suivre. Jean-François ne manquera pas alors de vous embarquer vers cet autre îlot de certitude. L'amélioration passe par l'apprentissage personnel, mais la motivation et l'énergie viennent du collectif, des relations sociales. Son livre est riche de rencontres humaines, et montre combien le mentorat, vieux comme le monde et pourtant déprécié dans nos sociétés modernes, est un moyen puissant pour questionner, challenger et progresser.
La question est le point de départ de riches conversations sur le terrain. Pourquoi ? Peut-on faire autrement ? Aller plus loin ? Un livre surprenant par son ambition de raconter à la fois un jeu et un parcours personnel. Un livre de voyage attachant, qui réussit à décrire aussi bien des procédés industriels, les barbotines et le rétrain, des cocasseries de bureau, des erreurs de jugement, des apprentissages vécus comme des épiphanies et d'autres plus longs ou plus douloureux. Une vie. Catherine Chabiron, Institut Line France. Prologue. Même un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Lao Tse. 18 septembre. 8 heures. C'est ce que m'indique la Vulcain qui sonne à mon poignet, lorsque je pose le talon de ma chaussure de sécurité sur le marchepied. J'ai juste le temps d'apercevoir un de mes lacets défaits, que le train qui glissait doucement tel un bateau sur son étrave se fige dans un bruit sec d'acier qui s'entrechoque. Mon ordinateur portable d'une main, ma mallette de l'autre, je pose le pied sur le quai quand déboule un étudiant et sa trottinette sur ma gauche. Je les bouscule bien malgré moi, mais le jeune homme semble ne pas s'en inquiéter et poursuit sa route, écouteurs aux oreilles. Je m'extrais quelques instants de la foule qui piétine le quai. Le temps de nouer mon lacet, et je relève la tête. Cette journée de septembre s'annonce très belle. Le défilé des paysages entrevus par la fenêtre du wagon n'était donc pas trompeur. Je descends l'escalier qui accède au souterrain. En face, la correspondance pour Rennes, à gauche la sortie côté gare, celle-là même que j'empruntais lorsque je prenais encore le bus, à droite la sortie rive de l'Orne, on ne dit plus Parc-aux-Trains. Je prends cette direction. Et je me souviens à nouveau de mes premiers pas dans cette ville. En ce joli mois de septembre, quelques 30 années plus tard, je parcours en taxi les 7 kilomètres qui séparent la gare de l'entreprise en seulement 15 minutes en dépit de la circulation. C'est peut-être la dernière fois que je revois ces bâtiments. À l'instar du capitaine Haddock dans Vol 714 pour Sydney, ils sont mon sparadrap sur le doigt. Je vais aujourd'hui y animer une journée de formation. Car je suis désormais consultant et formateur en lean management. La mallette qui se balance au bout de mon bras quand je glisse un billet au chauffeur est bien différente de celle que j'avais apportée avec moi 30 ans plus tôt. Mais je sais que je n'aurais jamais pu vivre l'expérience d'aujourd'hui si la toute première aventure partagée avec 3 autres collègues diplômés n'était jamais advenue. C'est dans l'usine que je rejoins ce matin que mon voyage initiatique a commencé. J'espère qu'en déambulant tout à l'heure une nouvelle fois dans ces murs, j'entraînerai d'autres voyageurs derrière moi. Et quand bien même il n'y aurait qu'une personne à me suivre dans cette aventure, je suis convaincu qu'il me faut la mener à son terme. Ma mallette d'aujourd'hui contient plusieurs modèles d'organisation de production rassemblés autour d'un même concept de jeu, mis au point en synthétisant ce que j'ai appris en 30 ans. Je suis un homme d'une 50aine d'années à l'apparence plutôt sérieuse, de ceux que les déplacements professionnels ont quelque peu arrondis au fil du temps, et si je n'ai pas de Rolex au poignet, je suis ce que l'on pourrait appeler un homme arrivé. L'attaché-casse que je transporte avec moi comprend l'ensemble des supports pédagogiques visant à initier dirigeants et managers au concept des flux tirés, en les promenant dans ces méandres tout en leur révélant aussi certains récifs. Sorte de jeu de société pour industriels, j'y mets en scène de manière progressive les stratégies à l'œuvre pour fabriquer et livrer des produits. Peu importe ceux-ci, ils seront matérialisés ici par de simples Legos de couleur. Donc, point de colonel moutarde dans le salon, tueur au tison de cheminée, mais des logisticiens et des RUAP orange et gris, subissant des aléas de production et des variations de demande client, dans un contexte d'ailleurs où les tailles de lots seront différentes d'une unité de production à l'autre en raison de leurs propres contraintes technologiques. Non. Ici ce sont simplement des hommes et des femmes qui, contrairement aux criminels patentés, visent un même et seul true north, celui de faire prospérer leur entreprise au mieux à travers un compte de résultats. Donc, point de victime d'un crime sordide mais une usine dont les choix de gestion peuvent entraîner l'absence de flexibilité, le manque de compétitivité, entraînant à leur tour un plan de réduction des effectifs conduisant la fin à une faillite économique et sociale. Alors qu'une meilleure compréhension et une réelle adhésion par nos dirigeants à certains principes issus du lean manufacturing va contribuer au développement de nos industries. La pratique de ces fondamentaux amène à mieux voir les problématiques
et à les résoudre de manière continue. Le voyage proposé sur les plateaux de jeux successifs est parallèle à mon voyage industriel de 30 ans. Un voyage dans le temps en 5 phases comme autant de périodes de ma vie professionnelle, avec ses différents chapitres et ses apprentissages à chaque étape. Après ma première visite, mallette à la main, admiratif des équipements industriels de ce qui deviendrait mon lieu de travail, je serai recruté comme ingénieur méthode avant d'être appelé aux fonctions d'ingénieur qualité puis à celle de responsable d'une unité de production pendant que, dans le même mouvement, je me montrerai déjà plus vigilant à l'égard de la gestion de mon entreprise en dépit de ma pratique des approches participatives. Puis interviendra ma conversion au Kaizen grâce à des chantiers ponctuels, jusqu'à ce que je devienne à mon tour KPO et que grâce à la responsabilité de ce service, je comprenne progressivement que je ne pouvais pas changer les hommes contre leur propre volonté. Mon jeu est la forme aboutie de ma sagesse. Soit on monte sur son plateau comme sur celui d'un manège et l'on en ressort avec un léger vertige mais avec une nouvelle perception des enjeux, soit on reste sur le côté, en spectateur, et l'on est sûr de ne jamais remettre en cause l'existant. Pour moi, mais c'est très personnel, c'est aussi un moyen de raviver quelques souvenirs. Introduction. Les gens ne bougent que par la peur ou par la faim, donnez-leur envie. Printemps 1990. Mon premier déplacement professionnel. Aujourd'hui, je mets en règle générale moins de temps à me rendre dans un autre pays d'Europe que je n'en avais mis à l'époque pour parcourir par le train le trajet de Nantes à Caen. C'est encore près de 6 heures aujourd'hui, alors il y a 30 ans. Ce jour-là, j'ai déjà avec moi une mystérieuse mallette à la main. Je viens de finir mes études et mon expérience professionnelle demeure limitée. En dépit de mon jeune âge, mon aventure avec 3 autres étudiants de promotion m'a déjà valu l'honneur du journal régional. Et la suite a été encore plus surprenante lorsqu'Alain L., directeur de production d'une entreprise normande, a téléphoné chez moi, intéressé par notre prototype. C'est celui-ci que contient la mallette, plus vraiment mystérieuse mais pour autant précieuse. D'abord un peu exalté par les retombées de l'aventure, je me sens moins fier à l'idée de devoir trouver mon chemin dans cette ville inconnue. Un peu perdu, je pousse les lourdes portes du hall de la gare et j'avise un bus, arrêté au terminus, son chauffeur appuyé sur le volant. Lorsqu'il m'ouvre, je lui demande comment je peux me rendre boulevard de la Grande Delle. Vous cherchez du travail dans l'automobile ? Non. J'ai rendez-vous à Hérouville, un site qui produit des implants orthopédiques. Je lui présente un bout de papier sur lequel j'ai griffonné le nom et l'adresse de l'usine, au cas où je devrais demander mon chemin. Je me rendrai compte, en arrivant sur place, 3/4 d'heure plus tard, que j'ai d'ailleurs mal orthographié le nom de l'entreprise. Le chauffeur est sympa. Il me prévient lorsque le bus arrive juste devant l'entrée principale de cette filiale d'un groupe américain, spécialisé dans le développement et la fabrication d'implants et d'instrumentation chirurgicaux. Lorsque je rentre dans cette usine pour la première fois, le prototype que mes collègues d'études et moi-même avons breveté au bout de mon bras, précieusement rangé dans une mallette, j'espère que nous pourrons en céder les droits. En l'absence d'Alain, c'est à Bernard D. que Hugues G., le directeur technique et industriel, a confié le soin de me faire visiter les ateliers. Bernard est l'un des techniciens méthode qui travaillent au service analytique. Nous avons une génération d'écart. Le premier ouvrier que nous croisons lui serre chaleureusement la main. Bonjour Bernard, ça a donné quoi pour la MOS ? -3, -2. Un beau match. Mais j'ai dû exclure le cœur. Il n'a de l'amour du prochain que le nom. Vous avez eu bien raison. Depuis qu'ils ont accédé à la PH, ils ont les chevilles qui enflent. Je ne suis pas un familier du football, mais je réussis toutefois à décrypter l'échange et à comprendre que Bernard est aussi arbitre le week-end. Je découvrirai plus tard que de sa passion il a fait un art de vivre, de la règle à appliquer un savoir-être, du sens de la sportivité un vecteur de respect. L'usine est très sombre. Regardez où vous allez. Il a beau y avoir du soleil dehors, ici il fait toujours gris. J'apprends par mon guide que les bâtiments ont déjà une 20aine d'années et certaines machines tout autant. Je suis tout de même impressionné par la diversité technologique des équipements. Je comprends alors que les secteurs de production sont organisés par métier, sous la responsabilité de contremaîtres ou d'agents de maîtrise,
eux-mêmes placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de production. Les moyens de fabrication dont dispose le site rassemblent une fonderie à la cire perdue, une forge, plusieurs ateliers d'usinage équipés principalement de machines à commande numérique, mais aussi des ateliers de polissage et d'ajustage indispensables à la finition des implants et à l'assemblage des instrumentations, avant que ceux-ci ne soient confiés au service de conditionnement et d'expédition. La fonderie à la cire perdue est en déclin, mais j'ignore sur le moment qu'elle vit en réalité sa dernière décennie. De nombreux produits sont toujours réalisés dans cet atelier, mais l'activité est en baisse constante depuis plusieurs années au profit du forgeage. Certains produits coulés, qui étaient réalisés ici avant, ont été transférés vers une autre usine du même groupe, située à Limerick, en Irlande. Vous connaissez l'Irlande ? Je suis allé 2 fois déjà visiter l'usine. Là-bas, c'est le sud-ouest de l'Irlande, un pays vert, des gens adorables. Bernard détaille pour moi le procédé de moulage à la cire perdue utilisé ici, et connu depuis plusieurs milliers d'années. La première phase consiste à injecter une cire chaude dans un moule en aluminium. Les cires sont ensuite collées au fer à souder sur un canal d'injection. Certaines parties des implants, destinées à favoriser la repousse des cartilages, disposent d'un revêtement madréporique, tout droit inspiré de l'animal des mers chaudes qui fabrique les récifs coralliens. Mais il ne s'agit pas d'aller arracher l'anthozoaire à son rocher. Le procédé consiste plus prosaïquement à encoller manuellement, sur les cires précédemment obtenues, des billes de polystyrène afin de rendre ces zones rétentives. La deuxième étape consiste à fabriquer des carapaces réfractaires à partir des cires. Un opérateur trempe les grappes dans diverses barbotines et recouvre celles-ci de plusieurs couches successives de sable et de composants en céramique. Lorsqu'elles sont enduites et sèches, l'opérateur les passe dans un four pour évacuer la cire devenue inutile. La troisième et dernière phase s'appelle la coulée. Différents matériaux sont utilisés à cette fin comme des alliages de chrome et de cobalt ou encore d'inox. La matière première se présente sous forme de grenaille ou de barre. Elle est chauffée dans un four à induction à des températures de l'ordre de 1500 degrés Celsius pour les inox et au-delà pour les chromes cobalt, puis coulée dans les moules réfractaires préalablement préchauffés. Cette opération, entièrement manuelle, nécessite une extrême vélocité de la part des 2 opérateurs que j'observe puisqu'entre la pose du moule sous le four et la coulée de la matière, il ne doit pas s'écouler plus de 3 secondes, au-delà desquelles le métal n'est plus en fusion. Je n'aurai pas l'occasion de voir la phase suivante ce jour-là, mais j'apprends qu'une fois le moule froid, il est détruit par décochage, de manière à récupérer la grappe de métal. Celle-ci est ensuite tronçonnée pour séparer les pièces du système de coulée. Ces dernières sont ébarbées et émeurisées manuellement, avant de subir une opération de traitement thermique pour certaines, et de rejoindre le stock de produits semi-finis. Bernard m'apprend aussi que pour chaque lot de matière première, un prélèvement est effectué et une éprouvette envoyée au laboratoire. Les techniciens réalisent ainsi un contrôle métallographique et pratiquent des tests mécaniques de dureté, torsion et traction. Ultime épreuve, le reçuage des produits. Après dégraissage, un liquide fluorescent est pulvérisé sur les implants, qui sont ensuite rincés et égouttés de manière à enlever l'excès de pénétrant sur les produits. Un révélateur permet alors de détecter, le cas échéant, les fissures invisibles à l'œil nu, au moyen d'un contrôle visuel par rayonnement ultraviolet. Avant de quitter la fonderie, Bernard s'arrête 1 minute à la machine à café, montre en main. Il avale le liquide brûlant sans sourciller. Plusieurs ouvriers nous rejoignent. Tous commentent le résultat de la MOS, le club de cœur de Bernard semble-t-il. Je cherche en vain à décliner le sigle, Malherbe pour le M, j'ai entendu parler du stade Malherbe de Caen, sport ou stadium pour le S, mais oh. Après la fonderie, la forge. Toujours collé au basque de Bernard, je découvre une activité plus récente pour cette entreprise puisque cet atelier n'existe que depuis quelques années. Les équipements sont impressionnants. Plusieurs presses de préparation et de découpe de 40 à 150 tonnes et 2 presses à vis de 400 et 1000 tonnes pour les opérations d'estampage. Après le débit des lopins, la forge commence par des opérations de rétrain, c'est-à-dire des tirages par martelage concentrique. Elles peuvent d'ailleurs être suivies par des opérations de refoulage. C'est quoi la différence ? Contrairement au rétrain, l'opération est réalisée à chaud
et elle permet d'augmenter la section d'origine de la barre pour apporter de la matière dans certaines parties des lopins. D'accord. Ensuite, on arrive aux opérations de cambrage. Elles sont également réalisées à chaud. C'est là qu'on s'approche progressivement de la courbure de la hanche? C'est ça. À quelle température les lopins sont-ils portés? Entre 700 et 1200 degrés Celsius, en fonction des matières et des opérations à réaliser. Et dans un souci de rapidité d'exécution et d'économie d'énergie, nous utilisons depuis quelque temps un système de chauffe par induction développé en interne. Bernard poursuit ses explications tout en avançant. Et enfin on termine par l'estampage, un peu comme un tampon reproduit un dessin sur une feuille. C'est juste un peu plus impressionnant. Ce procédé de forgeage consiste à positionner les lopins entre deux matrices, après une chauffe isotherme pendant 20 à 30 minutes à l'intérieur d'un four à sol tournante à des températures similaires aux phases préparatoires. L'estampage à chaud est donc un procédé de déformation plastique où la matière est contrainte de remplir une matrice reproduisant les géométries complexes des prothèses à réaliser. Cette opération de déformation à chaud peut être accompagnée d'une découpe à suivre, de façon à séparer l'estampe de forge de sa bavure. J'apprends également que l'atelier de forge réalise quelques opérations de finition telles que la tribofinition et l'émeurisage, phase d'ébauche préalable au polissage, après les opérations de forgeage. Je découvre ensuite plusieurs ateliers d'usinage disposant de machines à commande numérique comme les fraiseuses et les tours, mais également de machines-outils conventionnelles telles que des rectifieuses et rôdeuses destinées à parfaire l'état de surface des pièces. Je suis même surpris par l'existence d'un atelier dont l'atmosphère est contrôlée, tant en température qu'en hygrométrie, afin de maîtriser les variations dimensionnelles que pourraient subir après leur usinage, les inserts en PEHD servant entre autres d'interface entre la tête et le cotyle dans le cas des prothèses de hanche. La visite se poursuit par un atelier de production de vis d'ostéosynthèse. Les tours à décolleter sont ici à commande numérique ou encore à cam. Ils permettent de réaliser diverses pièces de révolution, vis, axes, entretoises, à partir de barres d'inox. Cet atelier dispose aussi de fileteuses tourillonneuses chargées de créer ou d'étendre un pas de vis, de rectifieuses qui parachèvent la pièce afin d'obtenir un état de surface parfait, mais aussi d'autres machines spéciales et de lignes automatisées que j'apprendrai à connaître plus tard, à l'instar des chaînes de polissage électrolytique et de passivation permettant de protéger l'inox de la corrosion. Bernard et moi visitons ensuite les ateliers d'ajustage dont l'un est dédié aux implants sur mesure, c'est-à-dire adaptés spécifiquement aux besoins de chaque patient, avant de parvenir au service chargé du conditionnement des produits qui dispose de deux lignes. La première est destinée à l'instrumentation ainsi qu'aux produits d'ostéosynthèse non stériles. La seconde est dédiée aux implants stériles. Ceux-ci passent d'ailleurs, à cette époque, par une ligne de nettoyage utilisant du fréon pour éviter les traces de calcaire sur les produits polybrillants, avant d'arriver dans une salle blanche sous air contrôlé. La stérilisation est réalisée par rayonnement gamma, après conditionnement, mais cette opération critique est sous-traitée, souligne Bernard. Après la production, mon guide m'entraîne à l'étage. Le bureau d'études développe des familles de produits à la demande de groupements de chirurgiens. Soit ils veulent donner leur nom à un produit orthopédique pour gagner la postérité, soit ils veulent tout simplement toucher des royalties, ou les deux à la fois, ajoute-t-il avec un regard amusé. Ma petite mallette commence à peser un peu plus lourd encore au bout de mon bras. Est-ce que je crois vraiment que notre prototype peut les intéresser? La suite de la visite est consacrée à la gestion de la production. L'entreprise possède déjà MAPICS, un logiciel de gestion assisté par ordinateur bien connu depuis 1978, que l'on destine généralement aux industries de taille moyenne. Toutefois, l'ordonnancement des machines est encore réalisé manuellement sur un tableau mural où des bandes de couleurs permettent de visualiser l'état d'avancement des offres sur chacun des équipements de production ou groupements de machines, que l'on nomme poste de charge. Un PDP mensuel, qui tient compte des séries économiques et des stocks, détermine les besoins en termes de référence et de quantité à fabriquer. À partir de ces informations et des gammes de fabrication, les heures nécessaires à la production sont ensuite déduites, d'abord globalement, puis par atelier et enfin par poste de charge. Après une visite aussi tourbillonnante qu'épuisante,
qui nous a amenés jusqu'au milieu de l'après-midi, Bernard m'accompagne à la porte du bureau de Hugues, le directeur technique. Il n'a pas pu m'accueillir le matin, mais il souhaite me raccompagner jusqu'à la gare pour faire un peu ma connaissance. Hugues est eurasien. J'ai envie de lui demander quelles sont ses origines, parce que j'éprouve une fascination pour l'Asie. Mais je n'ose pas, et me contente de monter dans sa voiture. Avec ma mallette, qui n'a pas été ouverte de toute la journée. Vous expliquer l'histoire de la société ? Non. Mais il m'a déjà expliqué beaucoup de choses, lui dis-je avec empressement. La société a été créée par 2 industriels français, après la Seconde Guerre mondiale, en région parisienne. Elle a longtemps fabriqué uniquement des instruments de chirurgie, puis, en 1962, elle a commencé à sortir ses premières prothèses de hanche. Des prothèses de type Moore, faites à partir d'ébauches en chrome cobalt coulé. Vous avez dû voir le procédé de fabrication à la cire perdue ? Oui, en effet. Je suis un peu intimidée. Hugues pose souvent son regard sur moi, celui d'un examinateur, du moins c'est ainsi que je le perçois. En passant devant les bâtiments de l'université, je songe à nouveau à la MOS, Management, du sport. Rien ne me vient pour la lettre O, mais j'aime les jeux de patience. Je joue aux échecs depuis mon plus jeune âge. Et je commence à m'intéresser aux jeux de Go. Hugues poursuit ses explications. Profitant des prémices de la décentralisation, l'usine avait pu s'implanter dans la zone industrielle d'Hérouville-Saint-Clair, à la périphérie de Caen, en avril 1970, s'orientant résolument vers la fabrication de prothèses, d'implants orthopédiques et de leur instrumentation associée, délaissant peu à peu ses anciens secteurs d'activité. C'était d'ailleurs à cette époque qu'elle était devenue une filiale d'un groupe américain, obtenant quelque temps plus tard le précieux sésame de la FDA lui permettant de commercialiser ses produits sur le marché US. J'aperçois la gare à gauche quand Hugues file tout droit et bifurque dans une contre-allée, s'arrêtant près de la devanture d'un magasin de musique. Des trompettes brillantes sont exposées, posées sur des mallettes de transport. Ma mallette ? Surtout ne pas l'oublier. Hugues, technicien dans l'âme, semble avoir eu la même pensée que moi car il me demande aussitôt à voir le prototype que nous avons développé, mes collègues et moi-même. C'est donc à quelques minutes de monter dans le train, et sur le capot de sa voiture de fonction, que je lui présente l'instrument chirurgical servant à découper les condyles du maxillaire inférieur. Malgré ses marques d'intérêt, peut-être juste polies, je comprends vite que ce type de produit ne fait pas partie des axes de développement de l'usine. Cependant, je ne repars pas bredouille, car Hugues me propose un poste au sein du service méthode qu'il dirige. J'intégrerai ainsi l'entreprise le 1er octobre suivant, sans n'avoir jamais postulé aucun emploi. Partie 1. Les différents mondes du taylorisme. Chapitre 1. Les coûts standards. Quand il est parti, il ne savait pas où il allait. Quand il est arrivé là-bas, il ne savait pas où il était. À son retour, il ne savait pas où il était allé. Et il a fait cela avec l'argent des monarques espagnols. Masaki Imai. Lorsque je prends mon poste, l'entreprise me fournit une blouse blanche. En l'enfilant pour la première fois, je pense à Obedience to Authority, le livre de Stanley Milgram que j'ai dévoré durant mes études. Grâce à l'expérience qui porte son nom, j'ai découvert que la blouse blanche et la cravate faisaient partie des attributs de la compétence ou de la respectabilité. Or le psychologue américain a montré que, placé sous la responsabilité d'une figure incontestable d'autorité, 80% des êtres humains obéissent à ses ordres, même si ceux-ci sont contraires à leur morale. L'expérience va jusqu'à demander aux exécutants d'appliquer à d'autres êtres humains des traitements cruels comme des décharges électriques, dont les sujets ignorent qu'elles sont fictives, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Peut-être ai-je besoin d'asseoir mon autorité. Jeune et en quête d'assurance, j'accepte dans un premier temps la séparation des univers. Il existe ici comme ailleurs le monde d'en haut et le monde d'en bas. Celui des bureaux et celui des ateliers. Celui des blouses blanches et celui des blouses bleues. Je porte donc ma blouse blanche durant quelques semaines, comme un subterfuge, en l'occurrence un déguisement. Un matin j'ouvre mon placard, vide. La blouse a disparu. Je sors du bureau dans l'intention de demander à quelqu'un si elle pourrait être partie au nettoyage quand j'aperçois Lionel B., le directeur de l'usine, et que je me ravise.
Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, me dis-je. Lionel n'a pas 45 ans et pourtant, toute l'autorité nécessaire d'un haut dirigeant. C'est pourquoi les matins suivants, en rangeant mon manteau dans mon vestiaire et en constatant que la blouse n'est pas revenue toute seule comme par miracle, je procrastine. Personne ne semble remarquer son absence. Finalement, c'est mieux ainsi. 20 ans plus tard, la télévision publique répétera à son tour l'expérience de Milgram en direct à 1 heure de grande écoute. Je me souviendrai alors de la blouse blanche opportunément disparue, puis de la cravate que Lionel m'avait demandé de porter lorsque j'étais devenu manager. Vous représentez la direction maintenant, m'avait-il expliqué. Je m'en affranchirai plus tard, avais-je pensé. Au moment où l'expérience de Milgram sera portée à la connaissance du plus grand nombre, j'aurai déjà appris le Japon et sa culture du respect à l'égard du chef. Là-bas, ce dernier n'a nul besoin d'accessoires ostentatoires pour être suivi de ses subalternes. Au clinquant du costume, il préfère un certain paternalisme, un remerciement pour le travail accompli, un peu condescendant il est vrai mais autrement efficace. Mais avant de prendre pour la 2e fois le chemin de l'entreprise, et de trouver pliée sur mon bureau la blouse parfaitement à ma taille que la direction des ressources humaines a fait livrer pour moi, j'énumère un à un tous les détails de ma première visite. Je garde en mémoire le lead time relativement long du procédé de fonderie à la cire perdue, qui a l'avantage de permettre une certaine flexibilité, pas au niveau du temps mais sur le mix produit. Il est possible en effet, sur une même grappe, d'assembler et donc de couler des cires de produits différents, mais bien entendu de même matière, et de pouvoir ainsi réaliser des tailles de l'eau réduites, voire unitaires. Je me souviens aussi que l'atelier dédié au polissage manuel impose de la dextérité, et donc une forte expérience des opérateurs, d'autant plus que la plupart des produits fabriqués sont réalisés en autocontrôle. Bernard m'a d'ailleurs alerté. L'entreprise cherche en permanence à évaluer l'efficience des ressources, et vous voyez que la main-d'œuvre est une ressource particulièrement sensible. Lorsque je fais mes premiers pas d'ingénieur méthode, je retrouve le système de gestion de la production qu'il m'a présenté. Relativement simple, il demeure peu précis quant à l'engagement réel des postes de charge. Je découvre de surcroît qu'aucun comparatif entre la charge réelle et la charge programmée n'est réalisé. Les retards ne sont pas visibles, à moins d'éditer régulièrement des plannings et surtout, de parcourir les ateliers à la recherche des produits. De plus, la planification se fait par lot, difficile à gérer, obligeant souvent l'entreprise, en cas de montée en charge des commandes, à recourir à des ressources supplémentaires de production comme l'intérim et ou la sous-traitance. Mais je dois faire preuve d'humilité. En attendant de pouvoir critiquer l'organisation, je dois accepter de me laisser enseigner l'élaboration des gammes de fabrication. Bernard et quelques autres s'en chargent. Les premiers jours, je viens à vélo à l'usine. J'y arrive en nage car la plaine de Caen a beau être plate comme son nom l'indique, la ville est traversée par un fleuve. Qui dit fleuve dit vallée, qui dit vallée dit encaissement, qui dit encaissement dit dénivelé. Certes, mon ascension ferait rire un montagnard à gorge déployée, mais je transpire tout de même sur le vieux vélo que j'ai déniché sur la côte, chez les compagnons d'Emmaüs. C'est la raison pour laquelle, avant d'attaquer ma journée, je cherche à me rafraîchir. 3 fois de suite, lorsque j'actionne la poignée des toilettes, elle me résiste. 3 fois de suite, je reconnais la réponse laconique de Michel H., le directeur financier, qui m'a été présenté par Lionel le jour de mon embauche. Occupé. Lorsque le patron m'a dit que Michel était diplômé d'HEC, j'ai été impressionné. Et j'ai eu confirmation dès les premières réunions qu'il s'agissait d'un type très intelligent. Mais en ce mercredi matin, je me demande s'il n'est pas victime d'une pathologie très invalidante, du type maladie de Crohn. Je la connais. Un de mes anciens professeurs en était affligé. À l'heure de la pause, je décide de me rapprocher des assistantes. Elles savent beaucoup de choses sur chacun des directeurs. Peut-être vont-elles m'apprendre comment me comporter avec un tel ou un tel, peut-être même parler du directeur financier. C'est mon jour de chance. J'arrive derrière elles, silencieusement, et je saisis quelques-uns de leurs propos avant de les saluer. Il était encore dans les toilettes ce matin. J'ai chronométré, 48 minutes. Le petit jeune, tu sais l'ingénieur du service méthode, il a encore trouvé la porte fermée.
La seconde, celle qui a pris le chronomètre, ouvre la bouche pour poursuivre sa diatribe. La première m'aperçoit et jette un regard à sa collègue du genre « Tais-toi, il arrive ». Mais Miss Chrono continue. Je sais que c'est un journal spécialisé dans la finance mais quand même, lire les échos tous les jours au travail ce n'est pas normal. Et puis, qui te dit qu'il n'y a pas des petites annonces comme dans Le Chasseur français ? Édifiant. Quelques semaines plus tard, je saurai que cet homme brillant fait les gorges chaudes du personnel de manière récurrente. On lui reproche notamment de ne jamais descendre dans les ateliers. Bien que son bureau soit situé exactement en face de celui du patron, et que ce dernier puisse donc observer ses allées et venues entre ses pénates et les toilettes, Michel ne semble pas s'en émouvoir. C'est Lionel qui l'a recruté, et peut-être que la confiance qu'il lui a accordée ce jour-là l'a rassuré éternellement. De plus, comme le bureau du patron est au fond du couloir, il sait qu'il est un des rares collaborateurs à pouvoir lui apporter un peu de distraction. Même génération, proximité géographique au travail, histoire commune, cela crée des liens. 3 ans plus tard, j'aurais compris que Lionel avait des raisons de ne pas perdre son temps à lui empoisonner la vie. Nous sommes alors fin 1993 et l'usine reçoit un groupe d'étudiants issus des premières promotions du tout nouveau diplôme d'état d'infirmier de bloc opératoire qu'a voulu Bernard Kouchner pour revaloriser la fonction. Juste retour des choses, Hugues m'a confié l'organisation et l'animation de la visite. Je suis encore jeune mais je commence à avoir de la pratique, donc j'ai déjà un regard critique sur les plus jeunes que moi. Et certains ne sont ni très curieux ni très attentifs. Au fur et à mesure des années, l'entreprise s'est dotée de divers systèmes d'information. Je sais que ce n'est pas vraiment votre domaine d'étude mais tous ces ERP permettent de mettre en œuvre les préceptes du MRP2, une méthode de gestion de production de l'ensemble des ressources d'une entreprise industrielle. Ce type de système d'information permet également de définir nos coûts standards. Cependant, lorsque je suis arrivé ici, l'ordonnancement des offres était encore réalisé manuellement par notre service logistique centralisé. Nous passons devant le bureau de Michel, le directeur financier. Personne. Sans doute est-il aux toilettes avec les échos. Même constat lorsque nous parvenons à l'entrée du bureau de Lionel, le directeur. Je ne suis pas vraiment étonné. La maladie dont il est atteint s'est aggravée ces derniers temps. Je suis même un peu soulagé de ne pas l'avoir trouvé, car la dégradation de sa santé le rend de plus en plus nerveux et de plus en plus autoritaire avec ses collaborateurs. Comme la porte du bureau de Hugues est ouverte, et que son occupant est lui aussi indisponible, je fais remarquer aux étudiants qu'en plus de l'ERP, certaines personnes bénéficient également d'un ordinateur individuel dans leur bureau. Monsieur Ng dispose de cet équipement depuis quelques mois. Bien que nous soyons au début des années 1990, et que l'entreprise n'ait pas encore accès à Internet, Lionel veut déjà que chaque manager tape lui-même ses courriers afin de réduire le nombre de secrétaires et assistantes. À ce principal moyen de communication, il faut ajouter le fax et bien entendu, le téléphone. Avez-vous des téléphones sans fil ? Me demande un rouquin qui jusqu'ici m'avait semblé totalement ailleurs. Depuis quelque temps, les DECT ont fait leur apparition, dis-je d'un ton docte à l'étudiant soudainement concerné. Lors de mon arrivée, nous étions obligés de rester le plus souvent possible cantonnés dans nos bureaux pour être sûrs que nos interlocuteurs, clients, fournisseurs, sous-traitants ou collègues, puissent nous contacter. Désormais, cette technologie permet à ceux qui sont amenés à se déplacer dans les locaux de bénéficier d'une liberté de mouvement tout en restant joignables. Et à l'avenir, ce sera sûrement une grande avancée pour les salariés qui ne disposent pas d'un bureau mais exercent quand même des responsabilités. Avec un plaisir non dissimulé, le rouquin sort alors de sa poche un téléphone mobile Motorola. J'ai été un des premiers à en avoir un à l'école. En janvier. Je poursuis sans un regard à l'intéressé, et explique qu'à l'ère de l'information nous pouvons aussi nous enorgueillir d'être l'une des 50 premières entreprises françaises à avoir reçu de la fac la certification ISO 9001, arrivée presque en même temps que moi. Ça veut dire quoi ISO ? Demande une jeune femme avec de grandes lunettes qui lui mange la figure, qu'elle a pourtant fort jolie. Pardon ? International Organization for Standardization. C'est une organisation internationale de normalisation.
Pourquoi employez-vous autant d'acronymes et de termes anglo-saxons? Vous allez comprendre, mademoiselle, dis-je en souriant. Notre environnement est international. Cette usine française fait partie d'un groupe américain ayant plusieurs unités de production en Europe et aux États-Unis. Il y a quelque temps, le groupe a décidé que tous les produits fabriqués et commercialisés par les unités de production situées en Europe seraient distribués à partir de l'Irlande. Nous avons donc désormais un CPR, c'est-à-dire un centre de distribution européen, basé à Shannon. Je croyais que c'étaient les Asiatiques qui avaient imposé leurs méthodes et leurs termes, insiste l'étudiante, à l'évidence pas seulement douée pour les soins infirmiers. Mon fiancé fait des études économiques, ajoute-t-elle en rougissant et comme pour s'excuser. J'encaisse ce coup à l'estomac, un peu comme ces soirs d'hiver où je cherche le sommeil après avoir invité des copains à manger une raclette. Mais je reprends mon impassibilité, déjà légendaire dans les bureaux alors que je ne suis là que depuis seulement 3 ans. Vous avez 1000 fois raison. D'ailleurs, ça tombe bien que vous me posiez cette question car j'allais y venir. Le Japon est précurseur en termes de modèle d'organisation industrielle. Avant mon arrivée, l'usine a d'ailleurs initié ce qu'on appelle la démarche du just-in-time, le JIT ou encore le juste-à-temps en français. Malheureusement sans grand succès, car si l'on ne s'intéresse qu'à un seul des piliers du TPS, l'organisation ne peut pas être pérenne. Pouvez-vous expliciter cet autre acronyme? Le Toyota Production System est un modèle d'organisation développé par Eiji Toyoda et Taiichi Ohno pour le célèbre constructeur automobile. D'ailleurs, une équipe d'universitaires du Massachusetts Institute of Technology vient de publier un ouvrage à ce sujet. Ce livre s'intitule The Machines That Changed the World, qui a été traduit en français par Le système qui va changer le monde. La nuance entre l'original et sa traduction illustre bien notre retard quant à la compréhension de ce type de modèle. Bon, dans le cas présent, après l'échec du JIT, nous avons tout de même conservé l'organisation humaine de production au sein des cellules autonomes. Celles-ci sont dotées des budgets et des moyens humains, matériels et organisationnels nécessaires pour fournir des produits de qualité, au coût standard et dans les délais négociés avec le CPR. Vous vous souvenez, le central Product Resourcing en Irlande. Il y en a une qui suit, dis-je avec un air coincé qui amuse la galerie. Je poursuis. Après une mise en place progressive de ce nouveau modèle, chaque cellule est aujourd'hui responsable de sa performance globale comme une mini-usine. À partir des prévisions de vente, l'ERP permet d'élaborer le plan stratégique que l'on nomme PI. Celui-ci permet de construire notre PDP mensuel, ce qui signifie concrètement que la simple saisie des prévisions de vente ne provoque pas à elle seule la mise en production. C'est seulement après un calcul tenant compte de la couverture de stock prévue, du stock réel et des quantités en cours de fabrication que la production est lancée. Même principe en ce qui concerne les achats de matières premières. Ceux-ci ne sont envisagés qu'après un examen des commandes déjà effectuées et l'étude des délais d'approvisionnement. C'est seulement à ce moment-là que l'ERP peut faire des propositions de lancement et d'achat, suivi le cas échéant d'informations sur les anomalies rencontrées, surcharge, rupture de stock, retard, etc. Les prévisions de vente étant saisies en temps réel et les calculs en découlant étant effectués de manière hebdomadaire, la planification est mise à jour toutes les semaines et donc corrigée, permettant une vision à moyen terme de la production. Enfin, le système peut désormais prendre en compte l'état d'avancement des offres pour revoir sa programmation. Je m'arrête. Je me suis visiblement laissé emporter. Résultat, j'ai perdu tout le groupe. Le rouquin pianote sur son téléphone, mais je ne comprendrai que quelques années plus tard ce qu'addiction au portable veut dire. 2 frisés se ressemblant comme 2 gouttes d'eau bâillent en chœur. 2 filles commencent à sortir leur paquet de cigarettes comme pour me signifier qu'une pause s'impose. Seule, grande lunette, qui a pourtant l'air d'avoir attrapé des poches sous les yeux à force de m'écouter, continue à s'intéresser à mes envolées lyriques. La société paraît vraiment très bien organisée, commente-t-elle, bien qu'elle laisse entendre un subtil point d'interrogation à la fin de sa phrase. Comme nous passons devant les toilettes, quelques étudiants s'arrêtent et je profite de la pause technique pour prendre ma visiteuse en aparté. Pour être tout à fait honnête, l'entreprise est clairement un centre de coût plutôt qu'un centre de profit. Elle m'interroge du regard.
Dans tous les cas, on veut gagner de l'argent. Elle sourit. Mais, dans un centre de profit, on va au-devant du business. Le service commercial recherche des clients, fait fabriquer ce qu'ils désirent et leur vend un produit de qualité au prix négocié. Ici, notre modèle est bien différent. Comme je vous l'ai dit, le stockage est indépendant de l'usine. Mais surtout, on part des coûts, constitués de matières à acheter, de machines à amortir et à entretenir, d'ouvriers à rémunérer, de diverses charges à payer et on met en face les quantités à produire en conséquence. Dans un centre de profit, on enverrait les commerciaux au charbon pour trouver de nouveaux marchés, mais chez nous, la direction demande simplement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.